Bien, bonjour à tout le monde. On va donc faire ce cours numéro 3 sur la théorie de la lombalgie et la thérapie manuelle orthopédique. Et donc, on était arrivé à la stratification des soins dans la prise en charge de la lombalgie. Alors, la stratification des soins, c'est quelque chose qui est très spécifique à certains domaines de médecine pour traiter, donc pour identifier des patients qui seraient plus susceptibles de réagir à une thérapeutique précise. Et dans le système musculo-squelettique, c'est probablement dans la lombalgie où il y a eu le plus de recherches par rapport à cette stratification. Alors certaines personnes n'aiment pas trop parce que voilà, ça entraverait le raisonnement clinique ou ça perturberait le raisonnement clinique, alors qu'en fait, on peut tout à fait intégrer les données de la recherche dans le raisonnement clinique. Je vous rappelle que c'est le but du modèle Evidence-Based Practice, qui donc intègre d'une part le raisonnement clinique dans le pilier expertise du clinicien, et l'autre pilier ou l'autre dimension recherche. Et donc dans la lombalgie, il y a vraiment beaucoup de recherches par rapport à ça. Alors tout n'est pas évidemment absolument bien, on va dire, dans la stratification, dans la lombalgie, mais certaines choses sont quand même intéressantes et on va justement en parler un petit peu. Donc d'abord, c'est une méthode par rapport à la lombalgie qui permet donc d'appliquer un traitement de thérapie manuelle plus ciblé. Donc c'est ça l'objectif un petit peu de la stratification. Pour avoir un potentiel d'efficacité dans un sous-groupe donné plus important, plus intéressant. Et comme j'ai déjà expliqué, la lombalgie est vraiment une affection idéale pour cette recherche, puisque la population dans la lombalgie est extrêmement hétérogène. Bon, c'est le cas évidemment dans quasiment tous les troubles musculo-squelettiques et dans tous les problèmes, mais dans la lombalgie, c'est vraiment très présent, l'hétérogénéité de la population, avec des variations importantes dans le pronostic comme dans les options de traitement. Il y a beaucoup d'options et de perspectives thérapeutiques, hands-on, hands-off, dans la lombalgie. C'est un sujet qui a été dominant dans la recherche, un petit peu moins maintenant, mais qui a été dominant dans la recherche quasiment ces 10 dernières années. On va dire que ça fait 1 an, 2 que ça freine un petit peu. Il y a des avantages, évidemment, des inconvénients. Et donc voilà, on voit ici par exemple un groupe de patients, par exemple lombalgiques, qui serait assez hétérogène. Et dans ce grand groupe, il y aurait une sous-classification des sous-groupes. Par exemple, ici les patients en rouge. Et peut-être que ces patients en rouge se démarquent tous et on pourrait les classer en sous-groupes. Idem pour les patients en jaune et pour les patients en vert. Et donc pour lesquels on pourrait appliquer une thérapeutique spécifique pour les rouges, une autre thérapeutique pour les jaunes et encore une autre pour les verts. De manière à ce que ces sous-groupes réagissent mieux au traitement. Et on va prendre par exemple un traitement type hands-on, donc typiquement mobilisation par exemple et manipulation. Si j'applique un traitement de mobilisation et de manipulation à l'ensemble des groupes qui sont là, peut-être que les patients ici en vert vont très bien réagir à ces mobilisations et manipulations et réduire leur douleur, leur fonction, améliorer leur qualité de vie, réduire la consommation de médicaments, etc. Peut-être que j'ai d'autres personnes, ceux en jaune, pour lesquels ça ne va rien changer par rapport à leurs symptômes, en tout cas pas de manière significative et surtout pas de manière clinique importante. Et donc, par exemple, pour le même traitement ici, mobilisation manipulation, en jaune, on n'aurait pas d'amélioration, statu quo. Et peut-être que d'autres personnes, à l'inverse, en rouge ici, auraient même une augmentation des symptômes, une aggravation des symptômes, donc c'est-à-dire des effets secondaires et qui progresseraient pas du tout, ils régresseraient justement. Et donc ça, c'est possible aussi. D'accord ? Et donc c'est pour ça que, en gros, quand on a un outil qu'on maîtrise, par exemple les manipulations, on ne va pas appliquer cet outil à tous les patients qu'on va avoir. D'accord ? Pour la raison que je viens d'expliquer, c'est qu'il y a des patients qui vont bien réagir, d'autres qui ne vont pas bien réagir. Mais surtout, ce qu'il faudra faire très attention, c'est aux patients ici qui ne vont pas bien réagir. Donc là, il faudra vraiment bien sélectionner les patients qui bénéficieraient
de la manière favorable les mobilisations et les manipulations. Donc là, c'est un exemple pour les mobilisations et les manipulations. On pourrait avoir la même chose pour la préférence directionnelle type Mackenzie, pour le contrôle moteur, pour l'activité physique, et ainsi de suite. Voilà pour les traitements, on va dire, les plus classiques de la lombalgie. Donc, c'est intéressant d'essayer de voir un petit peu si on arrive à identifier des caractéristiques communes pour pouvoir appliquer un type de traitement. Ce qui est un énorme challenge et qui n'est pas facile parce que la lombalgie est très complexe. Donc non seulement c'est une population qui est très hétérogène, mais le problème de la lombalgie est vraiment multifactoriel, comme on a déjà expliqué. Et donc il faut vraiment une approche qui est centrée sur le patient. C'est pour ça qu'il y en a qui estiment que cette stratification des soins n'est pas intéressante, mais il faut très bien avoir une approche centrée sur le patient en tenant compte des résultats intéressants de la recherche, donc des avantages dans ce domaine de la stratification. Alors, on a trois manières différentes de faire la stratification, soit basée sur les risques de chronicisation, soit basée sur la réponse à un traitement spécifique, soit basée sur les mécanismes de la douleur. Donc, c'est trois manières différentes. Si on prend une approche intégrative, on va essayer de combiner ces trois manières, ces trois approches de stratification ensemble. D'accord ? Donc, pourquoi se priver de ces différents outils quand on a différents outils? Donc, à nouveau, on essaie de remplir la caisse à outils avec un maximum d'outils pour pouvoir soigner au mieux le patient. Et pas toujours taper avec le même marteau sur différents clous, d'accord? On va adapter son outil au patient. Et donc en général, avoir une approche intégrative, donc avoir un outil multifonction, c'est vraiment intéressant pour améliorer justement son raisonnement clinique, la prise en charge donc, du patient et probablement donc l'efficacité. Alors on va développer un petit peu les différentes manières, d'accord, mais basé sur les risques de chronicisation, il y a un outil très connu que normalement tout le monde connaît, j'espère en tout cas que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, il faut vraiment aller vous instruire par rapport à ça. C'est le Start Back Tool, d'accord, donc un questionnaire qu'on fait passer, on va en discuter par la suite pour justement identifier le risque de chronicisation. Basé sur la réponse au traitement, typiquement, on a le Treatment Based Classification System, qui est plutôt américain. Et donc là, on va étudier quelles sont les caractéristiques communes d'un patient qui réagirait bien, par exemple, aux manipulations, qui réagirait bien à la préférence directionnelle, ou bien, par exemple, encore au contrôle moteur. D'accord ? Et donc là, les Américains ont beaucoup étudié ça. Parfois, c'est intéressant, mais il y a des limites, évidemment, aussi. Par rapport à tout ça. Et là, on est vraiment dans la thérapie physique, donc ça concerne bien la kinésithérapie musculo-squelettique et donc la thérapie manuelle. Et alors, on a basé sur les mécanismes de douleur, et là, on a deux grands outils en kinésithérapie, la méthode Mackenzie, de préférence directionnelle, que tout le monde connaît, donc l'exercice qu'on va faire en général, tout le monde connaît, c'est vraiment un exercice d'extension, d'accord? On va partir vraiment souvent, la préférence directionnelle se trouve en extension, bon, c'est un peu une caricature, mais c'est quand même plus souvent en extension. Et si le patient centralise sa douleur, réduction donc, de la topographie, de la douleur, amélioration des amplitudes, etc., à ce moment-là, il y a une préférence directionnelle et on peut donc appliquer ça pour la gestion de la douleur, par exemple. Et donc ça reste assez de nouveau thérapie physique, ok? Par hands-off, l'exercice. Et puis on a la fameuse Classification-Based Cognitive Functional Therapy, initiée par Peter O'Sullivan, donc un grand ponte de la lombalgie, qui intègre un ensemble de thérapies physiques, psychiques, d'éducation thérapeutique, pour les patients qui ont des lombalgies chroniques très invalidantes. Donc c'est à peu près les 5 à 10% des patients qui restent en incapacité permanente à cause d'une lombalgie, qui sont en arrêt de travail, qui ont des problèmes familiaux, sociaux, etc. Et donc, la Classification-Based Cognitive Functional Therapy est très complète, très intégrative. Il y a beaucoup de hands-off, d'accord, de communication, entre autres, très peu, vraiment minime de hands-on dans ce système-là.
Alors qu'au départ, Peter O'Sullivan était thérapeute manuel, mais voilà, il s'est spécialisé dans cette petite boîte de patients les plus difficiles à traiter. Et heureusement, il faut des gens qui soient spécialisés là-dedans, parce que c'est des patients qui sont difficiles à traiter. Mais heureusement, ce n'est pas la majorité des patients, mais ce sont ceux qu'on va rencontrer. Et par contre, on en aura, c'est sûr. Mais par contre, ce sont les patients qui coûtent le plus cher à la société, forcément, pour lesquels peut-être ils ont le plus besoin d'aide aussi, évidemment, sur le plan physique comme psychique. Donc on se rapproche beaucoup d'une approche cognitive, fonctionnelle, forcément, voire une approche comportementale. On a des outils vraiment psychologiques, de psychologie qu'il faut utiliser ici pour traiter les patients. Parfois on n'est pas loin de l'hypnose, de la sophrologie, d'autosuggestion. Voilà, c'est assez spécifique comme prise en charge. Alors, on va revenir maintenant à la classification plutôt américaine, donc le Treatment Based Classification System, thérapie physique. Donc, on a eu un premier guidelines en 1995, donc c'était pas très récent, donc de l'American Physical Therapy Association. Et on a eu un guidelines plus récent en 2012, mais depuis lors, on n'a pas eu un gros guidelines qui est apparu. Il y a eu un petit peu un update ici, avec un article scientifique. Donc on a un autre update un an après. Mais il n'y a pas de grosse modification du guidelines ici qu'on attend impatiemment. Ça a été update. Il y a eu un update pour la cervicagie, mais pour la lombalgie, ce n'est pas encore le cas. Probablement parce que justement c'est très complexe et que ça prend du temps. Donc on va se baser essentiellement sur le guidelines de 2012 et un update ici de 2015. Donc d'abord, à quoi sert ce guideline? C'est d'abord de faire un premier triage pour déterminer si le patient est candidat approprié à une rééducation. Donc c'est le médecin qui va faire ce triage-là. Il va donc exclure des pathologies graves, donc ce qu'on appelle des red flags, identifier des comorbidités associées comme par exemple diabète de type 2, obésité par exemple, dépression aussi, et ou bien alors il va voir si le patient est approprié à l'autogestion des soins, s'il peut se prendre en charge par lui-même. D'accord? Alors, ça peut arriver, heureusement, il y a des patients chez qui parfois on arrive à avoir cette autogestion des soins, et tant mieux. Et donc, c'est intéressant de ne pas créer de dépenses inutiles et de laisser le patient acteur de sa santé s'il a le potentiel pour y arriver plus facilement qu'un autre. Mais c'est aussi important de ne pas laisser les autres patients sur le côté pour lesquels ce sera plus difficile et pour lesquels il faut les accompagner. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment notre travail de les accompagner. Donc le médecin va déterminer ça. En plus, donc, le deuxième triage après, par la suite, va se faire. Donc le médecin estime que le patient a besoin de rééducation. Et donc vous allez avoir le patient chez vous en cabinet. Dans la vision que vous allez pouvoir traiter, en tout cas dans la vision du Treatment Based Classification System, vous allez soit faire une approche du patient sur la modulation des symptômes, essentiellement de la douleur, ça pourrait être de paresthésie par exemple, soit une approche de contrôle du mouvement, plutôt contrôle moteur, soit une approche d'optimisation de la fonction. Donc, vous allez commencer par l'une de ces catégories, et peut-être que le patient, avec l'évolution du traitement, va pouvoir passer d'une classification à une autre, d'accord, et donc évoluer. Parce que l'idée, s'il est très agique au début, c'est peut-être d'arriver après vers une approche d'optimisation de la fonction, ou si on a besoin d'une étape intermédiaire, de passer par une approche de contrôle du mouvement éventuellement. Donc tout va dépendre de votre patient. Okay, donc voilà, ce qui est intéressant, c'est justement les différentes possibilités de traitement qu'on peut voir ici, avec différentes caractéristiques qu'on va avoir ici par rapport à différentes lombalgies, aussi bien donc, en premier niveau qu'au deuxième, voire ici au troisième niveau. Donc on va maintenant continuer ici. Donc on a un algorithme ici qui nous permet de voir un petit peu justement d'abord cette notion, donc le premier triage ici qui va se faire donc, par le médecin et nous dire voilà si le patient est approprié ou non à la kinésithérapie. Donc s'il est approprié à la kinésithérapie, il va rentrer dans la case qui est ici, donc avec les différentes catégories ici vous pouvez voir. Ensuite on aura donc le deuxième triage ici de la part du kiné, modulation des symptômes,
contrôle moteur au niveau du mouvement ou optimisation fonctionnelle. Avec pour ces trois catégories à chaque fois donc les caractéristiques qu'on va trouver chez le patient lombalgique. D'accord. Donc on a à chaque fois des caractéristiques qui sont un petit peu différentes forcément en fonction de la catégorie. Et c'est pour ça que j'expliquais qu'on peut très bien se trouver, le patient peut très bien se trouver là et puis après plusieurs séances se retrouver ici ou ici par exemple, et puis on va se rendre compte qu'il a une autonomie par rapport à son optimisation fonctionnelle et donc on va pouvoir le laisser travailler tout seul ou l'accompagner vers ça. Alors si on prend la modulation des symptômes, on peut utiliser différents types de traitements comme la préférence directionnelle, la manipulation et l'immobilisation. Là j'avais barré des tractions parce que c'est plus d'actualité par rapport aux nouvelles évidences scientifiques sur la lombalgie. Par contre, dans mon avis, dans le prochain update qu'on aura de l'APTAD, on aura probablement intégré dedans les Mobilization with Movement, donc technique Milligan, puisqu'il y a beaucoup d'études qui sont sorties depuis 2012, des RCT de bonne qualité sur l'intérêt de Milligan dans la lombalgie aiguë, voire même chronique. Et on aura certainement aussi, à mon avis, de l'éducation thérapeutique qui va apparaître, ce qui n'est pas encore le cas dans le Guidelines de 2012. Repos actif uniquement si c'est très très douloureux, 3 ou 4 jours, 5 jours maximum. Mais dès qu'on peut, on va remettre le patient en mouvement. Maintenant, évidemment, si le patient est très très irritable, parfois vous n'allez même pas savoir le toucher, donc il va même pas savoir se déplacer, peut-être même au cabinet. Et donc parfois il faut attendre effectivement quelques jours pour pouvoir voir le patient au cabinet et traiter un petit peu celui-ci. Donc rester actif le plus vite possible, même si parfois il peut y avoir une période un petit peu de repos, mais le moins longtemps possible. Le fait de combiner différentes interventions comme la préférence directionnelle et l'immobilisation et manipulation pour la gestion des symptômes de la douleur, on a des preuves scientifiques que c'est intéressant de le faire. Alors pour le contrôle moteur, on va pouvoir utiliser des exercices sensorimoteurs, des exercices de stabilisation et, très important, et ça on le voit dans le guideline, des exercices de flexibilité. On ne voit pas ça souvent dans les directives sur la lombalgie, et donc ça intègre la souplesse, les étirements, la mobilité active, articulaire, capsulaire, musculaire, et donc c'est l'ensemble de la flexibilité. C'est pas que myofascial, c'est aussi articulaire. Et en particulier pour la lombalgie au niveau des hanches, d'accord, ce qu'on appelle le hip spine syndrome en anglais. Donc c'est la relation entre le rachis lombo-pelvien et la mobilité de hanche, qu'elle soit d'origine intra-articulaire ou extra-articulaire, donc musculaire. Et donc, ça serait intéressant de travailler cette mobilité de hanche, active, passive, active-passive, avec différentes techniques. Si le patient présente des déficits, par exemple, de flexion de hanche, ce qui est souvent le cas, ou alors des rotateurs de hanche aussi, en rotation au niveau des hanches, ce qui est souvent le cas aussi. Et donc là, il faudra vraiment travailler là-dessus. Et ça me fait plaisir de voir ça dans ce guideline, parce que on a souvent tendance on a trop focalisé sur les étirements, on va dire, entre guillemets, par le passé, pour le traitement de la lombalgie, et pas assez sur d'autres éléments. Et maintenant, à l'inverse, certaines personnes, par exemple, disent ouais, ça ne sert pas à grand-chose de faire des étirements, mais tout dépend si c'est adapté au patient, de nouveau. Et donc, si on a un patient qui a une relation importante entre son rachis lombo-pelvien et ses hanches, que c'est la raideur de ses hanches, peu importe l'origine, qu'elle soit articulaire, musculaire ou mixte, a un impact sur le contrôle moteur du patient, par exemple quand il se penche en avant ou quand il fait une rotation du tronc, par exemple, s'il est limité au niveau de ses hanches, forcément il va avoir un travail plus important au niveau sacroiliaque, voire lombaire. Et donc c'est important de voir ces notions qu'on appelle aussi d'interdépendance régionale entre des régions anatomiques proches, notamment dans la lombalgie, c'est très intéressant. Et on aura évidemment, je pense aussi, évidemment l'intégration d'exercices Milligan qui sont intéressants au niveau contrôle moteur et l'éducation thérapeutique. Et enfin, la dernière catégorie, l'optimisation fonctionnelle pour le renforcement, exercice de conditionnement physique, aérobique aussi, force, résistance, travailler sur des tâches spécifiques, des mouvements spécifiques, tout ce qui est aérobie, donc cardio, et tout ce qui est exercice de fitness de manière générale. Et donc on a évidemment l'éducation aussi, d'accord, qui est intéressant. Donc je vous rappelle que de toute façon, tous les facteurs de condition physique, idéalement, sont à travailler si on veut
entre guillemets, si on est dans cette perspective, de devenir la meilleure version possible de soi-même, au niveau physique, comme au niveau psychique, eh bien, il faut travailler le cardio, la souplesse, le renforcement, la force, la coordination, enfin voilà, il faut travailler un ensemble de choses. On ne va pas faire que du renforcement ou faire que du cardio, d'accord? Et il faut largement dépasser les recommandations de l'OMS si on veut avoir tous les effets bénéfiques de l'activité physique et améliorer sa condition physique, comme la VO2 max par exemple, ou autre encore. Si on veut vraiment se préserver le plus possible, même si ça nous prémunit pas de tout, mais nous préserver ou nous donner les meilleures chances d'éviter le diabète de type 2, le surpoids, d'améliorer son système immunitaire par exemple aussi, pour lutter contre notamment peut-être tout ce qui est cancer ou virus entre autres, voilà. Et donc aussi tout ce qui est force, pour lutter contre enfin, tout ce qui est justement tout ce qui est fonte musculaire et tout ce qui est perte osseuse, donc sarcopénie. Et donc c'est important voilà, de faire un ensemble d'activités physiques très important, enfin à quel niveau quand même d'intensité et avec une régularité surtout qui soit vraiment constante dans le temps. D'accord, pas juste pendant 2 semaines ou 3 semaines. Donc voilà, donc ici on va voir un peu, on peut rentrer dans le détail si on veut. Je vous laisserai voir un petit peu de la vidéo, mais pour tout ce qui est modulation donc, des symptômes, on peut utiliser par exemple des exercices en extension, d'accord. On peut aussi utiliser des exercices en shift en fonction du problème du patient, et ce fameux phénomène de centralisation qui va arriver, d'accord, avec les techniques par exemple McKenzie. Alors évidemment, tous les patients ne réagissent pas positivement à la préférence directionnelle, mais il faut voilà, la chercher. Si elle est présente, il faut l'utiliser. Et on peut éventuellement utiliser aussi, soit après, soit en même temps, des exercices de mobilisation ou de manipulation, puisqu'on va combiner alors des deux mécanismes d'action sur la douleur par deux thérapeutiques qui sont différentes. Faire attention à quelle est la préférence du patient, d'accord? Est-ce qu'il a plutôt envie de faire du hands-off? Est-ce qu'il a plutôt envie de faire du hands-on? Guider le patient au fur et à mesure. Si le patient, par exemple, veut absolument du hands-on parce qu'entre guillemets, il n'a rien à faire, c'est complètement passif, et qu'on sait qu'il a une préférence directionnelle, il serait intéressant qu'il l'utilise pour l'efficacité du traitement, mais aussi pour son autonomie par la suite, pour qu'il ne devienne pas dépendant du kinésithérapeute. C'est à nous à faire une éducation sur le patient. On peut par exemple commencer par la mobilisation et manipulation pour le rassurer, pour le mettre en confiance, et puis pour ouvrir le dialogue, pour arriver après pour faire tomber des résistances, pour pouvoir après le guider vers des exercices par exemple de McKenzie et maintenir les résultats ou créer un sentiment d'auto-efficacité lors d'autres crises éventuelles ou voilà, réduire sa chronicisation par exemple. Et on peut évidemment utiliser aussi tout ce qui est technique Mulligan ici. On peut éventuellement combiner McKenzie et Mulligan si il y a une indication pour McKenzie et pour Mulligan. Donc ça à nous à chercher, à savoir s'il y a une indication pour les deux. Et donc là, c'est deux traitements. Là, c'est un traitement actif, là, c'est un traitement activo-passif. On peut éventuellement donner des exercices aussi en Mulligan purement actif, seul. Il y a un intérêt, pour l'instant, il y a une étude qui a comparé justement un petit peu les deux, et ils ont montré que tous les deux, si on les prend de manière séparée, ont un impact sur la douleur chez les patients lombalgiques. Tous les deux ont ça, mais Mulligan aurait un effet légèrement supplémentaire sur la quantité de mouvement, donc la récupération des amplitudes, et McKenzie légèrement supplémentaire sur la réduction de la douleur. Donc tous les deux vont avoir des effets sur la douleur et sur la quantité de mouvement, mais légèrement plus intéressant au niveau antalgique au niveau McKenzie, et légèrement plus intéressant au niveau amplitude, au niveau Mulligan. Ce qui aurait été intéressant dans l'étude, ce qui n'a pas été le cas, c'est d'avoir un troisième groupe qui combine McKenzie et Mulligan. Mais donc, j'imagine que c'est le troisième groupe. J'espère en tout cas qu'on a eu un effet cumulatif des techniques. Alors après, on a aussi la partie contrôle moteur. Et donc ici, on peut faire justement cette notion de hip spine syndrome que j'expliquais. Voilà, vérifier un petit peu quelle est la relation entre la raideur de hanche et le contrôle moteur au niveau des paravertébraux, par exemple. Est-ce que les paravertébraux sont faibles ou est-ce que les hanches sont trop raides ou est-ce que c'est une combinaison des deux? Là, c'est dans le plan sagittal. On peut aussi voir ça dans le plan frontal, par exemple, au niveau des muscles stabilisateurs de la hanche et du rachis lombaire. De nouveau ici, cette relation raideur plutôt ici musculaire, ischio-jambier
d'accord, une extension du genou ici, on va pouvoir garder le dos droit. Ici, directement, dès qu'on déclenche un petit peu l'extension du genou, on fléchit, mais peut-être que soit on a des ischios qui sont trop raides, soit on a des paravertébraux qui ne sont pas assez efficaces, ou une combinaison des deux. Après, on peut cibler un peu plus vers des évaluations du contrôle moteur, de l'endurance, de la force, des muscles, par exemple ici abdominaux, transverses, notamment avec un stabilizer par exemple. Bon. De nouveau, c'est aussi discuter l'utilisation de ce stabilizer, puisqu'il peut y avoir pas mal de compensations possibles lors de l'exécution du test. Donc, il faut faire attention à son interprétation. De toute façon, on ne se base jamais que sur un test. On se base sur une batterie de tests, sur un cluster de tests pour déterminer si le patient a besoin, soit par exemple ici de rééducation de contrôle moteur, ou de mobilisation, ou de préférence directionnelle. On ne va pas se baser que sur un seul test. C'est important. C'est la convergence de différentes informations qui va nous donner, qui vont dans le même sens forcément, qui va nous donner l'indication thérapeutique du patient. Et comme j'expliquais, de la séance 1 à la séance 3 ou 4, ça peut évoluer, changer aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps, perpétuellement, évaluer le patient au fur et à mesure des séances. Alors pour un résultat optimal dans ces guidelines, ce qui est important aussi, c'est de voir un petit peu les facteurs psychosociaux, d'accord, qui peuvent être associés chez le patient et élevés, donc il recommande vraiment d'évaluer ça. On va donc éduquer le patient, le kiné va éduquer le patient sur la théorie neurophysiologique de la douleur. On peut utiliser des techniques de relaxation musculaire, voir un petit peu, discuter de l'hygiène du sommeil du patient, c'est très important, qualité et quantité d'heures de sommeil, voir si le patient présente de la catastrophisation, donc c'est-à-dire souvent un esprit négatif, du négativisme tout simplement, c'est pas du tout productif par rapport à l'évolution du patient. Et malheureusement, il y a des gens qui sont vraiment dans du négativisme assez facilement et qui ne voient pas le côté positif des choses. Et donc, du coup, ils s'enferment dans une sphère forcément négative qui ne va pas les aider à s'en sortir et à évoluer favorablement par rapport à l'âge. Donc, il y a peut-être des traits de caractère ou de personnalité qui font que certaines personnes évoluent vers la catastrophisation, peut-être qu'il y a une influence culturelle, familiale, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des comorbidités qui sont associées? Si c'est le cas, peut-être qu'il y a une cogestion qui est nécessaire, par exemple diabète de type 2 ou bien dépression sévère ou obésité par exemple. Donc on attend les prochains guidelines, hein, comme j'expliquais ici. Donc ça, c'est pas encore pour l'instant arrivé au jour d'aujourd'hui. Donc ensuite, on a les drapeaux jaunes, d'accord? Donc les drapeaux jaunes, on peut utiliser, donc important, les facteurs psychosociaux. On peut donc utiliser le Start Back Tool. La recommandation, c'est plutôt d'utiliser ce questionnaire 2 semaines après le début des symptômes, parce que si on le fait trop tôt, le patient va être influencé par sa douleur et donc il peut être surclassé, d'accord? Il peut être surcoté, surclassé, donc on recommande plutôt de le faire 2 semaines après. Donc clairement, ça va être notre rôle en tant que kinésithérapeute de le faire, puisqu'en général, il va d'abord voir le médecin par exemple, et il va commencer les séances avec vous, ou bien le patient vient vous voir, ça fait déjà 10 jours qu'il a mal, et donc c'est le moment de faire le questionnaire à ce moment-là, mais pas de le faire dans les 3 ou 4 premiers jours de l'apparition des symptômes. Donc le Start Back Tool, on peut aussi utiliser le Musculo-Skeletal Pain Screening Questionnaire aussi. Donc le Start Back Tool, c'est vraiment sur la lombalgie, donc ça c'est l'avantage. Le Rebro, on peut l'utiliser sur l'ensemble des troubles musculo-squelettiques, pas que sur la lombalgie. Les deux outils sont pour l'évaluation de la chronicisation des symptômes. Alors on a différents types de drapeaux qu'on peut l'évaluer lors de l'anamnèse. Donc on va discuter un petit peu. Tout ce qui est drapeau jaune, très important, d'accord? Et donc dans les drapeaux jaunes, on a tout ce qui est croyance et perception, d'accord, par rapport à la douleur et ici à la lombalgie. Quelles sont les réactions émotionnelles du patient par rapport à sa lombalgie? Quel est son comportement face à la douleur aussi, de nouveau? Et puis on a les drapeaux orange qui sont plutôt d'ordre psychiatrique, et donc on a par exemple dépression clinique avérée, troubles de la personnalité, d'accord, schizophrénie, maniaco-dépression, bipolarité, hypochondriaque par exemple. On a aussi tout ce qui est drapeau noir, et donc là on a ces obstacles contextuels liés au système,
système de sécurité sociale ou bien par rapport au travail ou aux assurances par exemple. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi à évaluer. La famille aussi fait partie du drapeau noir et les prestataires de soins aussi, ou l'activité professionnelle plutôt lourde par exemple. Ensuite, on a les drapeaux bleus, d'accord? Les drapeaux bleus, c'est vraiment la perception entre le travail et la santé. Et ce qui est important à évaluer, je vous rappelle que le pic où le patient a le plus de douleurs de lombalgie, c'est entre 30 et 60 ans. Et probablement justement parce qu'on a plusieurs stresseurs physiques et psychiques dans cette période de vie qui est plus intense, notamment au niveau responsabilité professionnelle. On a plus de responsabilités professionnelles a priori vers 35 ans que vers 25 ans ou 20 ans, où on a encore des études peut-être, ou en début de l'activité professionnelle, on a rarement de grosses responsabilités professionnelles. Et puis après, en vieillissant, on a des responsabilités professionnelles, familiales, voilà, tout ça se met en place progressivement. Et on a les fameux drapeaux blancs que j'ai rajoutés ici, très important. Ce sont les fausses croyances du thérapeute, d'accord? Donc du praticien de santé, médecin, kiné, ostéopathe, tous les gens qui vont soigner les patients magiques. Les fausses croyances qu'on va transmettre aux patients par notre communication, notre langage non verbal et verbal, par une approche négative éventuellement, en étant antipathique et en ne sachant pas développer de l'antipathie et de la bienveillance, etc. Donc l'empathie, une écoute active, la bienveillance, le positivisme, bien choisir ses mots quand on discute, notamment des imageries, est fondamental si on ne veut pas donner des fausses croyances au patient. D'accord? Parce qu'il va probablement moins bien évoluer parce que vous êtes sa référence pour lui. D'accord? Donc, syndrome de la blouse blanche et drapeau blanc, il va probablement tenir beaucoup, votre avis va beaucoup compter pour le patient et on a malheureusement un impact sur les croyances du patient qui sont fortes et durables quand elles sont négatives chez le patient et peut-être, on espère qu'elles sont fortes et durables quand elles sont positives aussi, donc adaptez votre discours s'il vous plaît, attention aux fausses croyances. Donc par exemple, ne pas toujours se pencher en avant en gardant le dos droit et sans courber le dos. C'est une fausse croyance. Comme par exemple, votre imagerie, vous avez 30 ans, on est vraiment une image de quelqu'un qui a 70 ans. Voilà, ça c'est pas du tout une communication adaptée. C'est plutôt une communication qui n'est pas adaptée. Et une fausse croyance aussi liée à la relation entre le statut qu'on voit à l'imagerie et la fonction. Ou par exemple, par rapport à l'activité sportive, attention, vous savez, l'hernie discale, il faut plus, ça fait un an que vous l'avez, mais si vous ne voulez pas qu'elle revienne, que ça vous fasse aussi mal, il faut surtout plus courir, même si vous aimez bien courir, il faut abandonner la course à pied par exemple. Donc ça c'est de nouveau aussi une fausse croyance. Okay. Alors le Starback Tool, normalement vous connaissez, donc il va nous permettre de classer le patient, donc c'est le questionnaire qui est ici, il y a 9 items à remplir, ça va très très vite. C'est une mesure auto-rapportée, d'accord? Donc le patient doit le remplir par lui-même. Il va obtenir un score ici entre 3 au moins, ou 4 ou plus. Il va être classé en faible risque, risque modéré ou risque élevé de chronicisation. Et donc s'il a faible risque de chronicisation, d'accord? Le simple fait de conseiller le patient, de le rassurer sur l'évolution naturelle favorable de la lombalgie, même déjà après 2 semaines, de le conseiller de rester actif le plus tôt possible, de le médiquer un petit peu si besoin. C'est pas une obligation par rapport à la douleur par exemple, paracétamol, voilà. Attention aux effets secondaires des médications, anti-inflammatoires aussi, attention aux effets secondaires de l'automédication. Donc le simple fait de comment dire, comme il a faible risque, le simple fait d'avoir ces interventions-là, sur une séance, la première séance, le patient va évoluer favorablement. Donc ça peut être le rôle du médecin, normalement ça devrait être le rôle du médecin, mais si le patient n'a pas été voir le médecin avant et que vous l'avez en première ligne, ce qui parfois peut arriver, eh bien s'il est à faible risque, ça ne sert à rien de le voir 9 séances ou 18 séances, une seule séance devrait suffire, avec ces interventions que je viens d'expliquer ici. S'il est à risque modéré, là c'est vraiment la catégorie de thérapie physique, d'accord? Donc là le patient a des obstacles physiques à sa récupération, et donc il faut faire un traitement conservateur de thérapie physique. Donc c'est vraiment une catégorie de patients qu'on verra beaucoup. Comme il y a des obstacles physiques, il va falloir travailler dessus et choisir différents
les bons outils physiques pour travailler sur le patient et l'adapter au patient. Si le patient est à haut risque, par contre, là non seulement il a des obstacles physiques, mais aussi des obstacles psychiques, psychologiques, psychosociaux, facteurs jaunes, voire peut-être drapeau orange. Okay, s'il y a beaucoup de drapeaux jaunes, parce qu'on a tous des drapeaux jaunes, hein, on a tous des êtres humains, mais s'ils sont une influence qui est forte, est fortement présente, eh bien, donc à ce moment-là, il faut une prise en charge pluridisciplinaire, d'accord, qui va inclure l'approche cognitivo-fonctionnelle, comportementale, l'éducation à la douleur, et en plus, voilà, après tout ce qui est éventuellement thérapie physique. Et donc, en général, c'est des patients qui sont très difficiles à traiter. Heureusement, c'est le sommet de la pyramide, hein, donc tout en haut. Et donc, c'est pas la majorité des patients, mais ce sont de nouveau les patients qui ont les plus grandes incapacités, qui coûtent le plus cher de nouveau aussi, en termes ministère de la Santé et des Finances, à l'État, à la population, à la communauté. Et ce sont avant tout des patients qui souffrent beaucoup, bien sûr, et donc pour lesquels il faut essayer de trouver des solutions. Donc voilà, donc c'est vraiment un outil intéressant. Si on respecte les catégories, d'accord, donc si on classe bien le patient et qu'on respecte aussi le traitement qui est adapté à la catégorie, eh bien on a un meilleur pronostic pour les patients, d'accord. Si on n'applique pas, donc, par exemple, on a un patient qui serait à haut risque ici, d'accord, on n'applique que de la thérapie physique, donc comme s'il était à risque modéré, le patient ne va pas bien évoluer, d'accord. Donc il faut appliquer le bon traitement en fonction de la catégorie dans laquelle le patient est mis. Je rappelle, pas faire ce test d'entrée de jeu, attendre 2 semaines après le début des symptômes. Et on termine aujourd'hui le cours avec les guidelines du KCE, donc le Centre d'expertise fédéral belge de 2017 sur la lombalgie. Important de bien comprendre ici. Si le patient a un red flag, il sort, d'accord, de la prise en charge de traitement conservateur, traitement médical spécifique, tumeur, pathologie inflammatoire, fracture, etc. Si le patient n'a pas de red flags, on va essayer d'évaluer quel est son risque au start back tool. Est-ce qu'il a un risque faible, risque modéré ou est-ce qu'il a un risque élevé, d'accord. Quelle est la présence des différents drapeaux jaunes, orange, bleu et noir. Donc ça c'est d'entrée de jeu, on va évaluer ça. Et d'office, pour tous les patients qui soient à risque faible, modéré ou important, peu importe les drapeaux, on va directement, et c'est très important, essayer de sensibiliser le patient à une autogestion des soins pour tous les patients. D'accord, tous les patients. Donc offrir une information et des conseils qui soient personnalisés, adaptés aux besoins et aux capacités du patient à chaque étape du processus d'itinéraire de soins. Informer donc le patient sur la nature bénigne de la lombalgie, des lomboradiculopathies, de l'évolution favorable dans la majorité des cas, et l'encourager à poursuivre autant que possible cette activité de la vie de tous les jours normale. Donc ça c'est la base, d'accord, la base de la pyramide du traitement fondamental, d'accord, pour parents de patients dépendants et qui puissent simplement s'autogérer, comme son nom l'indique, ici autogestion des soins. Ensuite, on va avoir d'autres interventions en kinésithérapie, donc par exemple, si la patiente est à risque modéré, d'accord, on va ici justement pouvoir traiter des manipulations, des mobilisations du rachis, où on peut utiliser des techniques qui vont porter sur les tissus mous, soft tissue techniques, trigger point, myofascial release par exemple, étirement, voilà, on peut vraiment appliquer différentes techniques. On va pouvoir aussi faire des exercices, donc du hands-off, selon les besoins, les capacités et les préférences du patient. Et vous voyez ici, il y a une flèche à double sens, donc ça veut dire qu'on peut très bien passer de l'un à l'autre. On ne va pas faire que des manipulations ou que des exercices, on va voir quels sont les besoins du patient. Okay, je rappelle ici, par exemple, préférence directionnelle et mobilisation manipulation, ça va bien ensemble, Mulligan et préférence directionnelle, ça va bien ensemble aussi. Et on va aussi faire une intervention psychologique, cognitivo-comportementale. Par exemple, si le patient a de la kinésiophobie, qu'il a peur du mouvement, on va essayer de l'exposer graduellement au mouvement qui lui fait peur. Et donc, le patient va bénéficier de ces différentes interventions. Le ratio qu'on va donner aux manipulations, interventions cognitivo-fonctionnelles ou au programme d'exercice va dépendre du patient lui-même et de chaque patient et au sein du même patient de son évolution. D'accord ? Si le patient est à haut risque, risque élevé, ça va être difficile de vous en sortir tout seul. Et donc, il va falloir essayer de référer le patient dans un programme de réadaptation multidisciplinaire, physique et psychique, des centres sous la douleur chronique, par exemple. Mais malheureusement, ces centres sont saturés
pour l'instant en Belgique, et donc il faut attendre 1 an, voire 2 ans pour rentrer dans la plupart des centres. Donc à nous de commencer le traitement avec les différentes interventions qui sont explicitées ici, et d'essayer en attendant que le patient puisse éventuellement rentrer dans un centre plus spécialisé. Donc, ensuite, donc à la fin, donc, il faut de nouveau, après les séances, réencourager et faciliter la reprise du travail et la poursuite des activités quotidiennes dès que possible. Donc on réinsiste, on réenfonce sur le clou, autostimulation à l'entrée et à la sortie. À ne plus faire, s'il vous plaît, à ne plus faire en kinésithérapie, l'électrothérapie, aucune preuve scientifique pour la lombalgie, traction manuelle, aucune preuve scientifique pour la lombalgie, port de ceinture, d'accord, de semelles orthopédiques et tout ça, ça ne sert à rien dans le cadre de la lombalgie. Au niveau évidemment plutôt médical, plus d'injections rachidiennes ou des non péridurales, ça ne sert à rien, même des péridurales, ça ne sert à rien, et des prothèses discales aussi, ça ne sert à rien quasiment dans la majorité des lombalgies, voire dans toutes les lombalgies. Donc c'est à ne plus faire ici, d'accord? Donc ça c'est important de bien comprendre. Voilà, donc on termine aujourd'hui avec ces guidelines belges sur la lombalgie. J'espère que vous vous portez bien et on se voit prochainement pour le cours numéro 4. Au revoir.